Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de Regard Social sur Equinox Télévision. Ce soir, deux cas, et pas des moindres, retiennent notre attention. Alors, nous parlerons bien entendu du premier cas qui est un nouveau-né âgé de 9 jours seulement, sorti du ventre de sa mère avec notamment un ventre presque plein, mais sans anus. Conséquence, son abdomen ne cesse de prendre du volume au fil du temps. On le constate d'ailleurs également. Un enfant issu des parents extrêmement démunis et sans expérience de vie commune. Le bébé a besoin d'une prise en charge urgente selon des médecins qui l'ont déjà rencontré. Sa vie est donc en danger. Le second cas de ce soir est celui d'un jeune d'une trentaine d'années et qui a vu sa vie basculer à la suite d'une tumeur qui le traumatise depuis bientôt 10 ans. Et là, il a tout perdu. Sa femme, ses enfants ne sont plus avec lui à cause notamment des difficultés financières. Aujourd'hui, une prise en charge est donc une opération difficile pour lui. Il a besoin de vous, il vous tend la main. Il est avec nous ce soir. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. C'est Regard Social. Il est davantage connu donc sous le nom de Youssouf. Il est avec nous. Youssouf, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous parlerez un peu fort, je voulais dire à haute voix pour vous faire entendre. Comment vous allez? Ça va aller, ça va aller. Vous avez espoir que ça ira. Mais ça fait 10 ans quand même que vous êtes comme ça. Ça fait 10 ans, ça fait 10 ans. Mhm. Il y a environ, je dirais 2010 Mhm. que je souffre avec cette tumeur. J'ai déjà parcouru, j'ai déjà fait tout ce qui est à mon possible. Moi et ma famille, on s'est battu comme on pouvait. Malheureusement, ça n'a pas, ça continue. Je l'ai dit, vos enfants ne sont pas avec vous. Vous êtes papa de 3 enfants. Oui. Oui. Et ils sont où? Pour le moment, ils sont au village. Oui. Puisque je ne pouvais plus prendre soin d'eux. Et votre femme également? Oui, elle est au village avec les enfants. Parce que même les enfants, l'aîné ne part plus à l'école parce que je ne pouvais plus payer l'école. Alors l'aînée, lorsqu'elle vous regarde ou lorsque vous regardez, qu'est-ce qu'elle disait? Que papa quoi? Ouais, ils ont très mal. Très mal. Surtout l'aînée qui est déjà un peu consciente. Chaque fois qu'elle m'appelle au téléphone, la première des choses, c'est qu'elle me demande toujours, papa, est-ce que la maladie l'a fini déjà? Bon, évidemment, je lui dis oui, pour ne pas trop la stresser. Oui. Alors, vous dites que ça fait 10 ans que vous êtes malade. Tout a commencé par un petit bouton, tel que cela a été expliqué. Oui, juste Oui. un petit bouton à l'intérieur de la chair, exactement ici. Ça avait commencé à l'intérieur. Au niveau de la chair. joue. Oui. Dans la joue. Au fil du temps, ça a évolué tout doucement. Puis à l'époque, là, j'étais étudiant à l'université de Tchang. Après ma licence, quand je suis monté ici, ça a pris du volume. Je suis allé à l'hôpital. On m'a dit qu'on pouvait opérer. On a opéré. Après l'opération, un an maximum plus tard, c'est revenu encore. Est-ce que vous avez reçu une piqûre de quelque chose, d'un insecte ou quelque chose de bizarre? Non, je pense que je me souviens. Vous ne vous souvenez pas avoir reçu une quelconque piqûre? Non, je ne me souviens pas. Je pense pas. Vous êtes simplement retrouvé avec ce bouton, Oui, avec ce une boule bouton. à l'intérieur de la joue? Juste comme un grain de maïs, un petit bouton. Oui. Mais ce n'était pas sur la peau, c'était dans la chair. Il fallait appuyer comme ça pour le sentir à l'intérieur. Et ça a été extrait quand même? Oui, ça a été opéré. Pour la première opération? Oui, la toute première opération, on a retiré. Bon, malheureusement, un an et demi plus tard, c'est revenu plus gros et plus rapide. Je suis reparti opérer, c'est là qu'on m'a dit que c'était un début de tumeur. À l'époque, j'étais déjà à master à Ouakere, à l'université de Yaoundé. À quel moment on vous a dit que c'était une tumeur? La deuxième opération. Lors de la deuxième opération? Oui. Oui. On m'a dit que c'était une tumeur, on m'a envoyé, ils ont opéré en me disant que puisque ça n'avait pas cette ampleur-ci, c'était juste bien circonscrit ici. Le docteur m'a dit qu'une bonne opération, si on élargit la zone, ça va finir. Il a opéré en m'expliquant qu'on a débordé la circonférence, ils ont bien débordé, aller au-delà et que ça devait être bon. Mais après, c'est revenu.
Là, c'est revenu, mais je suis revenu plutôt ici à l'hôpital général de Douala. On a opéré, on a analysé. Ils ont répété que c'était un cancer qu'il fallait faire la chimio. Comme on voyait faire la chimio, là-bas ils m'ont dit que tel qu'ils voient, c'est circonscrit, c'est mieux qu'on opère. Une bonne opération va éradiquer ça. Malheureusement, ils ont opéré, c'est tout revenu. Alors, vous avez finalement subi combien d'opérations? 6. 6 opérations. Oui, déjà 6. Et jusque-là, pas de changement? Pas de changement. Les 2 dernières opérations, c'était à Bamenda. Et là, vous-même, vous posez la question de savoir si c'est véritablement la tumeur C'est ça, c'est ce que je ou me c'est dis, autre chose. Oui, puis je suis allé jusqu'à faire la chimio. Ça n'a pas réagi. Alors, cette maladie vous a amené à tout arrêter, à tout laisser, l'école, tout abandonné, oui. même votre petit job. J'étais à Master 2. Lors de la deuxième opération, j'ai arrêté l'école. Puis il fallait maintenant me débrouiller pour préparer d'autres opérations. C'est comme ça que j'ai tout arrêté. Chaque fois que je me bats, c'est pour aller faire opérer, ça revient. La fréquence, c'est environ 2 ans. Je retourne opérer 2 ans, 2 ans, 2 ans. Et bizarrement, chaque fois qu'on opère, ça revient plus. Ça déborde. Quand ça revient, ça déborde. Au début, c'était simplement ici. Or, présentement, ça a pris même le nez. Parce que là où je suis là, le nez, je respire par la bouche uniquement. Le nez est bouché par l'intérieur. Et l'oreille, ici, là, n'entend pas. J'entends juste avec le côté ici. Et ça a pris les yeux. Tout le côté ici est foutu. Parce que même les yeux, je ne vois pas. Je vois juste une petite lueur, légèrement. Alors, vous habitez où? Puisque vous étiez en location, vous n'êtes plus là-bas. Vous êtes retourné... Oui, j'étais en location. Bon, je ne pouvais plus payer. Et là, comme je suis allé, mon grand frère m'a demandé de venir rester avec lui. Le temps de voir si on peut trouver quelque chose. Alors, vous êtes resté 10 ans avec cette maladie. Qu'est-ce que la famille a fait jusque-là pour une quelconque solution? Parce que c'est une question de moyens aussi. C'est donc avec le soutien, toutes les opérations, c'est avec le soutien de ma famille. Je ne peux pas dire que c'est avec mes moyens propres. Ma famille m'a beaucoup soutenu, beaucoup même. Beaucoup. Si c'était avec mes propres moyens, c'est que je ne pense pas que je serais encore en vie. Parce que là, présentement, je dépends à 100% de la famille et des amis. Alors, vous êtes allé dans une autre formation sanitaire. Qu'est-ce qu'on vous a dit finalement? Est-ce que on a évalué? On sait déjà de quoi il est question? Oui, la solution peut être trouvée? Oui, je suis allé on m'a indiqué un centre, je crois ici à Bekoko. J'étais là-bas il y a peu de temps. Ils m'ont examiné, ils ont dit qu'ils pouvaient me prendre en charge. Bon, ils ont fait un devis estimatif qui montait à environ 2 millions. Et le traitement devait s'échelonner sur, je crois, le docteur m'a dit 2 mois. 2 mois environ. Et il fallait environ 2 millions pour tout le traitement. C'est ce qu'ils m'ont dit là-bas. Vous parvenez quand même à manger? Difficilement. Plus la gorge, j'ai mal à la gorge. Pour avaler, c'est pas facile. Et même marcher, puis avant, il y a une autre partie qui gonfle de l'intérieur. Et ça entre les 2 mâchoires. Donc pour marcher, quand je mets la pression pour marcher, ça commence par prendre la bosse qui est à l'intérieur. Donc je suis obligé de prendre, mais s'il faut pas le gâteau, il faut d'abord tremper soit dans la bouillie pour envoyer de ce côté. Et même pour avaler, c'est pas facile puisque j'ai mal à la gorge. Aujourd'hui, vous êtes âgé de 37 ans. C'est votre âge. Et vous continuez de traîner cette maladie parce que vous n'avez pas de moyens. Il vous faut environ 2 millions de francs CFA ou alors un peu plus pour cette prise en charge selon le dernier diagnostic qui a été posé et selon les médecins. Oui, le médecin il a posé son diagnostic tout récemment. Il m'a dit qu'il fallait une bonne radiothérapie combinée. Bon, c'est lui qui peut bien expliquer.
Et actuellement, ce qui fait défaut, c'est que l'argent. S'il y avait l'argent, probablement, je serais déjà sous traitement. Alors, vous disiez également que lorsque vous sortez de la maison, vous faites l'objet de moqueries ou de oui, de curiosité surtout. Ce qui fait que généralement, quand je sors, je suis obligé de mettre un turban. Je suis obligé de mettre un turban pour attacher. Parce que quand je marche, si je croise 10 personnes, toutes les 10 personnes vont se retourner. Bon, avec gêne. Tu vois comment la personne qui te regarde est gênée. Et moi, ça me fait très mal même. Surtout les petits-enfants. Il y a les petits-enfants qui carrément, tu passes voir un enfant qui appelle son frère que regarde le monsieur qui parle. Ça fait très mal. Vraiment. Vous êtes venu à Regard Social parler avec le monde entier, vous adresser aux âmes de bonne volonté qui vous suivent en ce moment. Vous avez un message pour eux? Oui. Vraiment, je supplie les âmes de bonne volonté de me venir en aide. Parce que c'est que pour moi et ma famille, ça nous a déjà dépassé. Honnêtement, ça nous a dépassé. Je supplie tous ceux qui peuvent me venir en aide de le faire. Pour que je puisse suivre normalement le traitement. C'est que pour moi, là, je n'ai plus aucun moyen. Tous mes moyens sont limités. Puisque je ne fais plus rien. Ça ne peut pas aujourd'hui, à 1 an que je suis à la maison, je ne fais rien. Je dépends à 100% de mes frères et des amis. Vraiment, je supplie les âmes de bonne volonté de m'aider, de me venir en aide. Je ne peux compter maintenant, à l'heure où je suis présentement, je ne peux compter que sur la générosité des gens pour pouvoir suivre ce traitement. Vraiment, je vous en supplie, venez-moi en aide. Je vous en supplie. Youssouf, vous n'avez pas choisi la mauvaise porte, ça vous pouvez déjà être rassuré. Que ceux qui vous suivent en ce moment vont se manifester et vous aurez certainement un début de solution à votre pathologie. Et là, nous allons également nous adresser aux spécialistes de la santé qui suivent ce programme et qui ont certainement des propositions de solutions à vous apporter. Youssouf est donc âgé de 37 ans, vous l'avez suivi, il est père de 3 enfants, ses enfants vivent loin de lui et son épouse également. Aujourd'hui, il est au domicile de son frère aîné qui n'a pas souhaité le laisser dans sa chambre où il était avant parce que n'ayant plus de moyens pour se prendre en charge, il faut le soutenir, l'accompagner dans cette souffrance et avec notamment votre concours, sans doute qu'il y aura une solution à trouver. Merci Youssouf. Youssouf, je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Et sans doute que la solution va être trouvée. Je vous invite justement à vivre le quotidien de Youssouf et bien entendu sa famille. C'est une sorte d'ambiance de deuil chaque jour. Quand on regarde Youssouf, il se lève le matin, il est entouré de ses frères et sœurs qui ne savent plus à quel saint se vouer, mais simplement qui passent le temps à le contempler, à lui poser des questions, le remonter également. Et c'est dans ce reportage, juste après, nous allons accueillir des experts. Ce cadré par la famille de Youssouf, dans des structures sanitaires d'ici et d'ailleurs, entouré d'une sorte de tâtonnement des personnes rencontrées, ne facilite pas la vie de ce malade qui ne sait plus à quel saint se vouer. Je me suis rendu dans une clinique. Ça fait pas encore longtemps. Ils ont dit qu'ils pouvaient me prendre en charge. Mais avant ça, je suis retourné à Bamenda. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient plus me prendre en charge. On m'a indiqué une clinique. Après l'échangeur, en allant vers Palmeraie, là-bas, ils m'ont dit qu'ils pouvaient travailler et que ça va être compliqué. Ils m'ont donné un défi estimatif. Ils m'ont demandé de m'apprêter avec 2 millions et plus, que ça peut aller au-delà de 2 millions. Et que vraiment, si j'ai cette somme, ils vont trouver la solution. Parce qu'ils ont pressé, ils m'ont demandé de faire deux scanners d'abord. Un cliché pour la tête et un second cliché pour tout le corps. Pour voir si ça n'a pas traversé pour affecter d'autres organes. Et qu'il y a des examens biologiques que je vais faire au préalable.
Bon, je n'ai encore rien fait depuis qu'ils m'ont dit tout ça. Je suis rentré, je suis à la maison. Je n'ai encore rien fait. Donc j'implore les âmes de bonne volonté de me venir en aide. Vraiment, je vous en prie, aidez-moi. Aidez-moi, Inch'Allah, pour l'amour d'Allah, aidez-moi. Pour qu'on puisse le soigner. Youssouf a besoin d'aide pour espérer retrouver la santé afin de reprendre la vie normale et surtout de s'occuper de sa petite famille. Et voilà le quotidien de Youssouf qui est toujours avec nous sur ce plateau. Youssouf est donc malade depuis environ 10 ans. Il souffre de cette tumeur qui ne cesse de prendre du volume, de déformer son visage. Vous le voyez d'ailleurs, pour ceux qui ont la possibilité d'avoir le petit écran en ce moment et de suivre cette émission. Pour avoir une idée précise de ce qui peut être fait pour sauver Youssouf, nous avons invité des spécialistes et pas des moindres pour davantage nous édifier sur cette pathologie. Docteur Ambé Mawel Yancho, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fabien. Vous êtes médecin généraliste, mais vous travaillez pour le Centre d'oncologie du Cameroun. Effectivement. C'est dit que vous avez des connaissances sur la prise en charge du cancer. Oui, oui. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez suivi le reportage, le témoignage de Youssouf. A priori, qu'est-ce que ça suscite en vous comme commentaire? Bon, premièrement, merci Fabien de m'avoir invité sur ce plateau. Après avoir suivi le reportage de Youssouf, a priori, ça devrait, pour tout le monde, pour n'importe quel être humain qui aurait vu ce reportage, ça devrait susciter beaucoup de compassion. Parce que, vu les conditions dans lesquelles il est obligé à vivre à cause de sa situation, c'est pas très évident. Chaque être humain doté d'un cœur, je dirais, serait naturellement touché par cette histoire et devrait vouloir se manifester, faire tout son possible pour venir en aide à ce jeune homme. Donc je dirais que ça m'a vraiment rempli de compassion. Mais il s'agit d'une tumeur, tel qu'il le dit lui-même. Oui, oui. Et après avoir rencontré les médecins, mais jusque-là, malgré tout ce qu'il a pu prendre ou tout ce qu'il a pu subir comme opération, il n'y a pas de changement. Au contraire, la situation s'empire. Oui, effectivement. Déjà, je suis très content avec le fait que c'est un patient qui semble être très conscient de son état. Parce qu'il a effectivement appelé le terme exact. Il a parlé d'un adénocarcinome. Ce n'est pas tous les patients qui ont souvent cet état, cette amabilité de se rappeler du nom exact du type de cancer qu'ils ont. Donc ça prouve déjà qu'il souhaite vraiment la guérison. Bon, maintenant, pour le fait qu'il a dû recevoir plusieurs types de traitements sans succès jusqu'à présent, malheureusement, les adénocarcinomes, comme il l'a si bien dit, sont des types de cancers qui sont souvent très résistants à la chimiothérapie. Chimiothérapie qui est souvent le traitement de base de la plupart des cancers. D'accord. Je vous laisse le soin de prendre du souffle encore, puisque vous allez davantage nous expliquer. Et il veut davantage savoir aussi qu'est-ce qui peut être fait concrètement pour qu'il sorte de cette situation. Mais avec nous aussi, sur ce plateau, Dr Gembou Stéphane. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Flavien, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir aux copaténistes. Vous êtes médecin généraliste également. Vous travaillez pour la clinique idéale Santé Vie, mais avec d'autres expériences en matière de chirurgie, puisque vous avez comme parrain un chirurgien de classe exceptionnelle. Merci également d'être venu sur ce plateau. Vous avez aussi suivi le reportage. Youssouf a subi des opérations. Ce sont des opérations qui ont plus ou moins réussi, selon vous, ou alors c'est l'échec? En me réservant le droit de voir les comptes rendus opératoires, on ne peut pas dire que les opérations sont des échecs. Parce qu'en général, en me basant sur le récit, quand on a un petit bouton à la face interne de la joue, la première chose à laquelle on pense, ce sont des tumeurs bénignes qui se développent souvent à la face interne de la joue ou bien en arrière des molaires.
Et la chirurgie, le plus souvent, suffit à régler ce problème. C'est-à-dire, quand on fait une exérèse avec des marges assez bonnes, on n'en parle plus. Maintenant, l'idéal aurait été de faire soit une analyse anatomopathologique après la chirurgie, pour savoir exactement quelle était la nature de ce qu'on a retiré. Soit on aurait pu faire ce qu'on appelle un examen extemporané, c'est-à-dire en paire opératoire, de tester les marges pour voir si les marges étaient saines ou pas. Bon, dans notre contexte, on n'a pas vraiment les moyens de faire l'examen extemporané dont je parle. Donc, l'anatomopathologie aurait été l'acte le plus indiqué pour savoir si oui ou non le produit, on aurait pu faire théoriquement, globalement, c'est ce qu'on appelle une chirurgie biopsique. Donc, on fait la chirurgie, maintenant la pièce qui est retirée est envoyée en analyse anapathe pour savoir quelle est la nature histologique, quelle est la nature du tissu qu'on a retiré. Et ça aurait permis aux chirurgiens précédents de savoir si oui ou non ils sont en face d'une tumeur bénigne qui ne reviendra plus, ou alors s'ils sont en face d'une tumeur maligne qui va revenir de plus belle malheureusement. Voilà, merci d'être venu également sur ce plateau. Avec nous, Dr Yemi Racine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Flavien. Vous avez une mine triste, on comprend peut-être, c'est par rapport à ce reportage, à Youssouf qui est juste en face de vous. Vous êtes médecin généraliste également, mais directeur médical de l'hôpital Sébec de Bonabel ici à Douala. Et vous avez travaillé une vingtaine d'années avec les enfants. Quand je dis avec les enfants, c'est-à-dire vous vous occupez beaucoup plus des enfants, sous la forme que l'on va découvrir tout à l'heure lorsqu'on parlera également du second cas de ce soir. Mais vous avez un mot à dire sur cette pathologie et sur le cas de Youssouf. Oui, je pense que, comme l'ont dit mes prédécesseurs, le cas de Youssouf est quand même pathétique. On doit éprouver assez de compassion pour lui. C'est vrai, je n'ai pas très bien suivi le récit, mais il a dit qu'il avait un bouton. Alors je me souviens, j'avais un de mes maîtres, Dr Alain Bellet, qui me disait toujours, quand il y a une masse ou un bouton, il faut faire attention avant d'y aller. Et s'il y a une douleur, n'y a-t-il pas de douleur? Et quand on y va, d'abord, qui a opéré? Comment il a opéré? Parce que parfois, vous enlevez juste ce qui est superficiel, mais pourtant qu'il faut vraiment aller en profondeur. Sinon, n'est-ce pas, ce bouton ou cette masse va ressurgir et de manière plus belle. Bon, comme l'a dit mon jeune confrère tout à l'heure, est-ce que quand on a enlevé, quand on a opéré, a-t-on pris cette pièce pour essayer de l'étudier, pour voir quel type, n'est-ce pas, de, entre guillemets, pour que tout le monde puisse comprendre, de cancer on a quoi? Est-ce d'abord un cancer ou pas? Donc, je pense que nous allons apporter d'amples explications. Merci d'être venu également sur ce plateau. Docteur Ambé, on voudrait davantage comprendre le problème de Youssouf. Vous l'avez reçu en consultation? Oui, effectivement, j'ai reçu Youssouf en consultation. Dans quel état il était? Il était plus ou moins dans le même état où il est à présent. D'abord, il était quand même assez triste, vu son état, l'évolution. Et il avait l'air un peu désespéré. Après avoir subi tant de traitements, il n'était pas très, je dois avouer, il n'était pas rempli de beaucoup d'espoir en venant chez nous, vu qu'il a reçu beaucoup de traitements sans succès. Mais sur le plan clinique, il était plutôt stable, à part, bien évidemment, la masse plutôt évidente sur son hémiface droite, pardon. Donc, ce qui nous a poussé, je dirais qu'il était plutôt stable. Alors, mais est-ce qu'il a davantage besoin d'être rassuré, puisqu'il a déjà subi 6 opérations et rien n'a changé? Au contraire, la situation devient de plus en plus grave et il vient chez vous et vous lui dites quoi pour qu'il soit rassuré que peut-être c'est chez vous qu'il y a le bonheur qu'il recherche? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, les adénocarcinomes, d'après de nombreuses études, les adénocarcinomes sont des tumeurs qui sont chimio-résistantes et radio-résistantes. Donc, ils sont résistantes à la chimiothérapie
et à la radiothérapie, qui sont tous les deux quand même des traitements pour le cancer. Mais il existe une association des deux, ce qu'on appelle une radiochimiothérapie concomitante, qui donc associés, les deux, peuvent donc effectivement apporter un changement pour le positif. Vous pouvez de temps en temps parler en anglais aussi, donc je sais que vous voulez vous exprimer en anglais. Donc, Merci. Donc, mais je crois que je vais continuer en français. Donc, c'est effectivement ce que nous avons offert, nous avons proposé dans notre centre. Nous avons proposé de lui faire une radiochimiothérapie concomitante. Donc, après avoir été évalué par les oncologues, ils ont effectivement dit que cette tumeur pouvait bien répondre à une radiochimiothérapie concomitante. Mais cela est-ce que ce n'est pas déjà un cas rebelle? Parce que pour avoir reçu plusieurs chimies également ou traitements sous plusieurs formes, la maladie n'est pas rebelle finalement? Bon, déjà, je dirais que le cancer en lui-même, c'est déjà une maladie rebelle. D'où le terme tumeur maligne. Donc la malignité en elle-même reflète la nature rebelle du cancer. Le cancer va naturellement aller à l'encontre de tous les principes naturels du corps, les types de traitements inclus. Donc dire à ce stade que c'est une tumeur, sa maladie est de nature rebelle, ce serait comme dit juste que sa maladie, c'est ce qu'elle est, vu qu'elle est déjà rebelle dès le départ. Maintenant, en ce qui concerne la radiothérapie ou la radiochimiothérapie qu'on lui propose, c'est vrai que on ne peut pas vraiment se prononcer sur ça sans avoir essayé. C'est vrai qu'on a essayé la chimiothérapie qui n'a pas réussi, vu que, naturellement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les adénocarcinomes sont très souvent chimio-résistantes. Mais plusieurs études ont démontré qu'ils répondent très bien à cette association. Donc, je ne vois pas pourquoi son cas devrait être une exception à cette règle. Donc, il faut associer les deux techniques pour trouver la solution au problème de Youssouf. Effectivement. D'accord. Donc, ça peut prendre combien de temps, selon vous? 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an? Un peu moins. Généralement, le traitement radiochimiothérapie concomitante, en fonction des doses prescrites par l'oncologue radiothérapeute peut varier, mais généralement, ça va presque dans les 2 mois. Mais cela étant dit, le traitement des cancers ne s'arrête pas directement à ce niveau-là. Il faut des suivis continus, 1 mois après la fin du traitement, 3 mois, 6 mois, et ainsi de suite, jusqu'à une période allant jusqu'à environ 5 ans. Donc, c'est pendant toute cette période, avec les suivis continus, le traitement n'est pas vraiment arrêté. Le traitement continue avec toutes ces visites à l'hôpital. Mais le traitement proprement dit dure souvent entre 7 à 8 semaines. 7 à 8 semaines. Alors, docteur Guembou, oui. Vous avez un mot à dire par rapport à la prise en charge de Youssouf. Ça fait partie des cas que vous avez déjà rencontrés depuis que vous exercez? Non, on n'a pas encore eu ce genre de cas, ça c'est vrai. C'est assez impressionnant de prime abord, c'est très impressionnant. Et l'hypothèse, avec sous le contrôle du docteur Ambé, on peut s'avancer et dire qu'il s'agit d'un carcinome épidermoïde a priori, ou un adénocarcinome, en supposant que ce soit la glande qui soit touchée. Maintenant, dans ce genre de cas, chimiothérapie concomitante, ça marche très bien, d'après les études qui sont publiées sur le sujet. Maintenant, outre tout ça, il faut déjà s'assurer que la tumeur ne s'est pas propagée ailleurs. C'est pour ça que lui-même, tout à l'heure, il expliquait qu'on lui a demandé scanner cérébral, scanner thoracique, par exemple, parce qu'il y a ce qu'on appelle les métastases, des déplacements secondaires des tumeurs. Il faudrait s'assurer qu'il n'y ait pas ça. Ensuite, une fois qu'on saura si oui ou non il y a, si on peut, dans une mesure vraiment, si c'est possible, de faire un test de la tumeur, je ne sais pas si on le fait au Cameroun, si on pouvait faire des tests pour savoir si la tumeur elle est chimiosensible, si elle est radiosensible, ou alors les deux, avant de se lancer dans un traitement. Parce que le patient n'a pas la même approche de la pathologie que le praticien. Parce que nous, notre objectif, c'est la guérison.
Lui, il prend en compte tout le bagage de ce qu'il a subi précédemment. Et justement, il veut être rassuré que même ce qu'on lui dit en ce moment, est-ce que ce sera avéré au final? Avéré? Ouais, je comprends. C'est tout. C'est un peu où je veux arriver parce que il est important de comprendre que c'est pas parce qu'on a eu beaucoup de traitements précédemment que ça veut dire que la maladie est pire qu'une autre maladie. Ça peut juste être que les traitements précédents ne correspondaient pas à la pathologie. Ça ne veut pas dire que la pathologie est plus grave. Donc, il faut vraiment qu'on fasse ce distinguo-là. Peut-être qu'il a eu 6 chirurgies, oui. Peut-être qu'il a reçu de la chimiothérapie, ok. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il a reçu précédemment, c'était ce qu'il fallait recevoir et puis le traitement n'a pas marché. Non, ça peut tout simplement être que ce qu'on a fait précédemment, je ne dis pas que c'était mal fait, mais ne correspondait pas à la pathologie. Il faut donc maintenant qu'on trouve le bon traitement, la bonne dose et la durée de traitement. C'est juste en faisant ça qu'on peut lui apporter certaines garanties. Malheureusement, en médecine, il n'y a pas la garantie 100%. Mais il y a la garantie 90%, 95%, 98%. Donc, on peut lui apporter des garanties qui sont un peu meilleures en faisant les préalables qu'il faut. Maintenant, ces préalables demandent vraiment beaucoup de moyens. Malheureusement, c'est ça le vrai problème en fait. Parce que dans notre contexte, la première chose qui freine les patients à rechercher les soins, à recevoir les soins sont financiers. C'est la première chose. Et je crois que je l'ai dit une fois ici, c'est malheureusement des pathologies qui ne sont pas infectieuses ou contagieuses, qui mettent toutes les familles en banqueroute. Vous voyez, la plupart des cas de regard social, ce sont des cas qui ont mis toute une famille sur la paille en général, avec tout ce que ça comporte comme impact psychologique, outre financier. Donc, il faudrait que nous, les praticiens, on essaye de mettre les préalables, si on a les moyens bien sûr, de mettre les préalables et de prendre les garde-fous pour lui proposer un traitement qui a un pourcentage de réussite un peu plus élevé que ce qu'il a reçu jusqu'ici. Alors, il a dit quand même dans les conséquences, puisqu'on voit bien qu'en dehors de ce qu'on perçoit, qui est visible, à l'intérieur, il a déjà des narines bouchées, son nez est tordu. Ce sont les effets justement de cette tumeur. Oui, ce sont les effets directs parce que dans toute pathologie, on a des complications qui sont locales, dans le cas des tumeurs, qui peuvent être générales. Maintenant, dans son cas, tout ce qu'il cite, c'est-à-dire la vision, parce qu'il a dit qu'il ne voit qu'une petite tache, c'est-à-dire qu'il y a comme des, comment on peut appeler ça, disons que son champ visuel, l'espace qu'il est capable de voir, s'est réduit. Le nez, l'odorat a baissé un peu, la capacité à mastiquer a baissé. Tout ça, c'est une complication locale, c'est une compression a priori. Bon, je ne peux qu'émettre des hypothèses. A priori, c'est une compression. Probablement que la tumeur, en grossissant, a fermé une partie du nerf optique qui est au niveau du globe oculaire ou bien comment on dit, de l'orbite, ce qui fait que le champ visuel a réduit. Ça a peut-être comprimé également la muqueuse nasale, ce qui peut expliquer pourquoi l'odorat s'est vu diminuer. Et puis, ça progresse également dans la cavité buccale. Et donc, par voie de conséquence, ça va rentrer et puis ça va se poser sur les faces occlusales des dents. C'est ce qu'il a dit entre les deux mâchoires tout à l'heure. Donc, à chaque fois qu'il va mâcher, en mastiquant, il va mâcher dessus. Et maintenant, le côté douloureux confirme vraiment que c'est tumoral et les tumeurs cancéreuses sous son contrôle, ce sont les tumeurs qui résistent beaucoup à la plupart des antalgiques usuels. C'est souvent le palier 3 ou souvent la radiothérapie qui arrive à soulager la douleur du patient. Alors, docteur Yemi, ces nuits sont perturbées. Il dit pour une nuit, il a maxi 2 heures de sommeil. La douleur est extrême. C'est normal, je pense que le docteur Gimbou l'a assez bien dit, c'est une tumeur et les tumeurs font généralement mal. Et il faut trouver des antalgiques assez hauts, c'est-à-dire des médicaments contre la douleur. Nous avons des médicaments du premier, deuxième et troisième palier. Donc il faut donner quelque chose. Mais à un moment, il va avoir accoutumance, quoi. Hein, donc il ne pourra plus réagir aux médicaments. Donc c'est ce qui est un peu difficile. Mais s'il fallait un peu que je revienne, je pense qu'il a déjà subi 6 opérations. Il faut maintenant essayer de se calmer un peu, mieux réfléchir. Parce que c'est d'ailleurs un malade pluridisciplinaire. Et Dr Gimbou l'a assez bien expliqué, parce que là, il va falloir un ophtalmo, il va falloir un ORL, il va falloir un dentiste, et bien entendu, avec un oncologue. Voyez-vous? Et maintenant, c'est un malade qui a reçu 6 chirurgies. Il a reçu plusieurs
radiothérapie. Bon, j'ai apprécié le document du docteur, c'est Ngimbu, c'est ça? Ngembou. Alors, est-ce que ce qu'on a utilisé, n'est-ce pas, pour sa radiothérapie, allait vraiment avec ce qu'il a? Parce qu'il faut essayer de faire un choix. Voyez-vous, c'est un peu comme on dit souvent que quand on vous demande de faire un examen, je dirais, d'urine, on vous demande un antibiogramme. Voyez-vous, il faut que le microbe qu'on a trouvé, il faut un antibiotique qui va être sensible à ce microbe-là. Je pense qu'on peut également essayer de faire un test. Il ne faut plus qu'on essaie de... Simplement, prenons un peu du recul, parce que rien qu'entendre qu'on va encore l'opérer, ça va être une douleur psychologique. Parce que non seulement il a mal, mais il faut même également dire un ensemble, il faut également un psychologue autour de lui. Ce n'est pas du tout évident. Donc c'est un malade où il faut marquer un temps d'arrêt. Prendre son dossier, essayer de l'étudier minutieusement. Avant c'est vrai qu'il faut le faire, mais en même temps, la douleur persiste et la maladie continue aussi. La douleur, bon, quand je dis qu'il faut prendre du temps, ce n'est pas qu'on va dormir. Non, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'aller étudier le dossier à fond. Je parle sous le contrôle du docteur Ambé, qui lui est dans la chose, qui fait oncologie. Et il faut marquer un temps d'arrêt. Parce que pour avoir opéré un malade 6 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, posons-nous des questions. Est-ce qu'on a bien fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on a échoué? Comment on peut refaire ceci? Le tout n'est pas d'aller défoncer. Et comme il a dit, on a fait la radiothérapie. Était-elle à bonne dose? Était-ce la bonne? Donc, essayons peut-être, n'est-ce pas, d'associer radio, chimio, faire un peu ce cocktail et voir. Et avant de le faire, toujours regarder, parce qu'on a déjà fait. Ceux qui ont précédemment fait, ils n'ont pas mal fait, non. Ils ont essayé. Ils avaient pour but de bien faire. Mais il y a quelque chose qui n'a pas marché. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est là où il faut se poser des questions. Alors, docteur Ambé, est-ce que lorsque vous l'avez reçu en consultation, vous avez pensé à tout ça? Vous avez étudié? Vous avez fait le tour de la question? Oui. Après toutes les opérations qu'il a subies, 6 au total. Alors, il va davantage subir encore. Oui, effectivement, quand on l'a reçu en consultation, on a pris la peine d'aller à travers tous les documents qu'il nous a présentés. C'est-à-dire les résultats des analyses pathologiques, les scanners précédents qu'il a eu à faire et même la note de référence par l'oncologue qu'il a d'abord suivi dans la structure où il était. Et c'est après avoir étudié tout ça qu'on est arrivé, effectivement, que les oncologues et nous-mêmes, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait d'abord davantage, comme le docteur Yemi le dit si bien, il fallait mieux l'évaluer. Raison pour laquelle nous avons demandé les scanners, d'abord les scanners du massif facial, ensuite le scanner thoraco-abdominal pour nous assurer qu'il n'y a pas de métastase déjà. Parce que généralement, la présence des métastases, c'est un des facteurs qui freine ou qui affecte vraiment la réponse au traitement. Donc déjà, il fallait évaluer tout ça. Ensuite, les bilans biologiques qui ont été demandés, naturellement, il faut évaluer l'état des organes vitaux du patient. S'il va pouvoir supporter un traitement éventuel avec la radiothérapie ou la chimiothérapie. Aussi, il faut éliminer certaines comorbidités qui ont souvent tendance à ralentir ou à bloquer la réponse tumorale à un traitement. Donc, ce qui faisait partie de tout ce bilan biologique qui a été demandé. Mais, cela étant dit, effectivement, nous avons considéré tous ces paramètres, comme le docteur Yemi l'a si bien dit. Alors, une chirurgie, je veux dire une première, une seconde, une troisième, quatrième, sixième, c'est dire que
il a perdu certainement la sensibilité à cet endroit précisément. Non, il n'y a pas de raison qui justifierait qu'il ait perdu la sensibilité. À partir du moment où, quand lui-même il mâche, il sent la douleur, la sensibilité, elle est là. La chirurgie est un acte traumatique, on est d'accord, mais c'est un traitement. C'est un traitement. Et toutes les chirurgies qu'il a reçues, dont il a bénéficié parce que c'est un traitement, avaient pour but de minimiser ou bien d'endiguer le développement de la pathologie. C'était l'objectif. Maintenant, avec les moyens qui sont disponibles à la disposition des chirurgiens qui l'ont vu, je pense qu'ils ont fait au mieux. Peut-être qu'il aurait été plus indiqué de prélever et faire toutes les analyses, parce que si c'était moi, je n'aurais pas conseillé qu'on l'opère. Pour moi. Pourquoi? La première chose que j'aurais demandé, c'est qu'on fasse une légère biopsie. Ça aurait pu être à l'aiguille fine. Ça aurait pu être à n'importe quoi. Une légère biopsie de la masse. On prend quelques millimètres et puis qu'on analyse. Au bout de l'examen, là, on sera fixé. On saura, OK, on est en face de telle chose. Maintenant qu'on a le diagnostic, qu'est-ce qu'on fait? Tout part de là, en fait. Donc maintenant, vu que les autres ont préféré faire une chirurgie de prime abord, l'idéal aurait été qu'au décours de la chirurgie, qu'il fasse l'analyse comme je l'ai dit précédemment et que le cas échéant, il se tourne vers les oncologues pour que les oncologues mettent sur pied la stratégie thérapeutique. Ce qui aurait permis qu'il ne passe pas d'un chirurgien à l'autre. Maintenant, la deuxième chose aussi qui peut être incriminée ou bien qui peut être adressée du côté du patient, c'est ce qu'on appelle le nomadisme hospitalier. C'est un vrai problème. Moi, j'appelle ça de la prostitution hospitalière. Parce que quand on quitte d'une structure hospitalière à une autre structure, au Cameroun, malheureusement, les médecins ne communiquent pas beaucoup. Et les dossiers médicaux se perdent facilement. C'est-à-dire quelqu'un qui vous a vu, par exemple, j'aurais très bien pu le voir à Douala, à ma clinique, et puis un mois plus tard, il se retrouve à Bekoko, il n'aura pas forcément mon dossier médical. Moi, mes dossiers médicaux ne sortent pas, ils sont sous papier. Si on ne m'appelle pas pour me demander au sujet de tel malade, on n'aura jamais l'information, par exemple. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'il voit un nouveau praticien, c'est comme si on repart de zéro. Et ça pose un vrai problème dans la prise en charge des malades. Pas que dans son cas, en général. Il faudrait qu'on essaye de communiquer et que quand les patients quittent d'une structure à une autre structure, qu'ils prennent la peine de rassembler leurs informations. Ce sont leurs informations, ce n'est pas pour le médecin. Alors, vous pouvez nous dire entre parenthèses pourquoi vous retenez le dossier médical du patient? Le dossier médical, il est secret, c'est entre le patient et son médecin. Ou alors maintenant, on peut avoir un secret partagé entre deux professionnels de la santé. On ne rentre pas à la maison avec son dossier médical. Le dossier médical sert à la santé du patient. À la maison, ça ne lui servira à rien. Alors s'il quitte de chez moi, il va chez un autre médecin. Son médecin m'appelle. Je lui dis, OK, le patient en question, il a tel antécédent, tel autre antécédent, on l'a traité pour. Et ça permet que l'information reste fluide et toutes les personnes qui le prennent en charge à n'importe quel moment soient au même niveau d'information, en fait. Vous venez de dire que les médecins, en général, ne communiquent pas beaucoup. Non, ça vient. C'est pas ce que je dis. Je voulais apporter un petit rectificatif là, tout de suite. Oui. Bon, en fait, comme mon jeune confrère me permettent, les dossiers médicaux ne se perdent pas. Je ne voudrais pas incriminer les patients, mais en fait, c'est que il a dit ils ont un effet normal. Non, moi j'ai dit, comme j'ai tout à dire, il y a un effet de prostitution. Ça, il ne faut pas avoir peur du mot, Il quitte chez tel médecin pour aller chez l'autre. Nous avons le devoir, nous les médecins, de fournir un rapport médical. Quand un malade sort de votre institution hospitalière, vous lui dressez un rapport médical. Il est avec lui. Et s'il veut aller chez un autre, il va vous dire, docteur, il ne vous dit pas. C'est là le problème. Il ne vous dit pas. C'est le voisin du quartier qui dira, va aussi essayer là-bas. Et quand il va là-bas, il ne rentre pas demander le rapport médical pour l'amener chez l'autre confrère. L'autre confrère aussi, là où je peux être d'accord avec lui, peut-être avec le flux de malades, il a de la peine, n'est-ce pas, à appeler. D'abord, il ne connaît même pas le numéro pour pouvoir appeler. Or, si le patient, c'est la raison pour laquelle je dis, quand nous sommes là, nous devons éduquer les patients. Avant d'aller chez un autre confrère, il faut rentrer chez l'autre, lui demander un rapport médical qu'il doit il est obligé de te le donner. Alors, et souvent, vous savez bien qu'on retient tout ça lorsque vous n'avez pas achevé
les frais qu'il faut... Non, On le constate chez certains patients. Non, Flavie, non. C'est la réalité. Il peut arriver, par exemple, je prends un cas extrême, le malade décède, d'accord, et qu'il y ait une enquête. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je fais des enquêtes médicales. Je me déplace dans toute l'étendue du territoire camerounais. Je vais en Gaoundéré, je vais à Bafoussam. Il y a un malade qui est décédé, ça c'est au niveau de l'assurance vie. Il y a un malade qui est décédé peut-être à Berthois. Je dois m'intéresser pour savoir pourquoi ce malade est décédé. Alors, si on a perdu, n'est-ce pas, son dossier médical, qu'est-ce qu'on va faire? On ne garde pas. Alors, on garde certains éléments, mais on vous donne d'autres. On fait un rapport médical qu'on vous donne dans tous les hôpitaux. On vous donne le rapport médical que vous allez présenter au prochain confrère. D'accord? Donc, dire qu'on retient, bon, ça, ce sont des cas, bon, on ne va pas revenir dessus. Mais par ça contre, moins, de toute façon. que je me permets de revenir sur... Il a dit quelque chose d'assez intéressant dont j'ai dit à l'entame. Et ça, je me souviens, dans mon travail avec, je le cite comme ça, un aîné, Alain Bélé, qui disait « Ce n'est pas tout bouton ou toute masse qu'on doit opérer. » Parce que vous pouvez aller opérer, ça dépend de la manière dont vous avez opéré. Si vous avez opéré un petit bouton et que vous avez mal opéré, quand vous allez finir, il va grandir. Est-ce ce qui lui est arrivé? Parce que ce n'était pas comme ça. Et je ne sais pas si au fur et à mesure qu'on opérait, ça grandissait. C'est ce qu'il dit. Voilà. Est-ce qu'on a atteint la racine? Le tout n'est pas d'opérer. C'est vrai que, bon, ça il faut aussi le reconnaître. Je peux dire à certains confrères, bon, je me suis de le dire comme ça sur un plateau de télévision, mais ce n'est pas toute masse, ce n'est pas tout bouton qu'on doit opérer. Il faut d'abord essayer de se renseigner. Et même si on peut enlever une petite masse pour faire un examen anatomo-pathologique pour savoir quel genre, quelle est la nature de cette masse. Est-ce une masse bénigne ou maligne, quoi, pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire comme traitement. Alors si on opère juste et après on ne va pas faire un examen, dommage. Dommage, justement. Alors, docteur Ambé, on va passer à une phase importante. Ici, il est question justement de savoir, vous l'avez peut-être déjà dit, mais il faut davantage informer ceux qui nous suivent en ce moment parce que ce programme se veut également éducatif et aussi, donc il faut le rappeler, la prise en charge de Youssouf, elle prendra le temps qu'elle prendra, mais il faut des moyens financiers, on l'a entendu, plus de 2 millions quand même. Oui, effectivement, la prise en charge de Youssouf, malheureusement, c'est triste de le dire, mais la prise en charge des cancers se veut être très coûteux. Pas seulement au Cameroun, partout dans le monde entier. La prise en charge des cancers se veut être vraiment très coûteux. Malheureusement pour nous, nous n'avons pas la couverture sanitaire comme dans certains pays, où nous ne sommes pas les traitements du cancer ne sont pas subventionnés comme dans certains pays, même certains pays africains. Donc tout revient aux frais des patients. Donc les patients sont obligés de payer pour tout ce traitement de leur poche ou parfois des poches collectives de la famille. Ce qui fait que la plupart du temps on se retrouve avec des familles qui épuisent toutes leurs ressources et malheureusement n'arrivent pas à atteindre le bout du traitement. Donc, effectivement, il faut vraiment rassembler les fonds pour ce patient. Donc, je crois que c'est ce qu'on peut dire. Docteur Gembou, il faut... le nerf de la guerre est quand même primordial à ce niveau-là. Oui, c'est vrai. Tout ce qu'on a évoqué jusqu'ici, en général, le premier problème, il est financier en général. Parce que même les chirurgiens précédents qui l'ont vu, on est toujours face à un dilemme. La première chose, c'est il y a ce qu'on doit faire, qui a un coût. Il y a ce qu'on doit faire en fonction de ce que le patient a comme moyen. On peut bien prévoir faire, dans son cas à l'heure actuelle où on se parle, faire un test de chimiosensibilité, de radiosensibilité, faire un bilan d'extension avant de commencer un traitement. On se rend compte aisément qu'avant même de planifier le traitement, on est à des dépenses déjà astronomiques. Parce que si on parle rien que de scanner du massif facial, ça va chercher dans les 180 000 francs. Scanner thoraco-abdominal, ça va chercher dans les 300 000 et plus.
Maintenant, il faut faire des examens biologiques qui vont osciller entre 10 000 et 15 000 en fonction de chaque examen. Donc, et là, on n'a même pas recommencé à le soigner. On est encore au niveau des examens. Ensuite, il faut l'hospitaliser, il faut gérer l'hospitalisation. Si on arrive à trouver la stratégie thérapeutique, il faut mettre la thérapeutique en marche. Donc, on a vraiment besoin de moyens financiers qui sont extrêmement colossaux. Outre le soutien familial dont il a besoin et le soutien du personnel médical, c'est-à-dire au niveau moral. Mais au niveau financier, vraiment, ça demande énormément de moyens. Et le docteur Mbélé évoqué tout à l'heure, on parle d'un traitement qui s'étale sur des mois. Donc si ça s'étale sur des mois, on comprend aisément que même si on estime à 2 millions aujourd'hui, on sera forcément au double, voire un peu plus. Ça, c'est quasiment indéniable. Et n'oublions pas qu'il y a les dépenses qui sont liées à la santé et les dépenses autour de la santé. Et parce justement, qu'il n'y aura pas que ça. Alors, docteur Ambi, il y a quand même que c'est un cas social. Oui, effectivement. C'est un cas d'Equinox, regard social. Vous allez donner du vôtre aussi. Oui, je peux dire ça. Là, je crois que je parle pour l'administration de notre centre, pour tout le personnel de notre centre. Je crois que jusqu'à présent, nous avons vraiment pris ça en considération. Le coût du traitement dont il a parlé, c'est-à-dire estimé à environ 2 millions, vu que le traitement effectif n'a pas encore été prescrit. C'est après la prescription qu'on pourra avoir une estimation exacte du coût de ce traitement. Mais là, je crois déjà que dans notre centre, nous prenons déjà beaucoup en considération. Donc, même les 2 millions dont on parle là, considérant tout ce qui est en jeu, c'est après beaucoup d'efforts de la part de notre promoteur que nous sommes arrivés à des coûts aussi bas. Mais jusque-là, il arrive parfois que, pris d'un élan de cœur, les patients bénéficient de certaines réductions. Donc là, je ne peux pas parler. D'accord. C'est pas pour vous embarrasser. Je comprends bien que il faut l'aval de la hiérarchie de votre structure pour accompagner Youssouf. Je parlerai certainement pas de Dr Yemi qui va sans doute contribuer. Vous dites faire le tour du pays pour demander pourquoi et comment. Et ici, il est question d'accompagner justement Youssouf. Flavien, en fait, oui, quand il fait le tour, c'est pour d'autres causes, pas pour les mêmes cas que celui de Youssouf. Mais je pense que c'est un cas, n'est-ce pas, qui éprouve de la compassion et on doit essayer de faire. Et comme il a si bien dit, je pense que ces 2 millions-là, si on regarde en réalité, c'est plus de 2 millions. Plus de 2 millions. Donc 2 millions là. C'est estimatif de toute façon ce qu'on a. Oui, mais c'est vraiment ça a été vu à la baisse. Hein. Quand on va regarder, ça va. Ce sera plus de 2 millions tout compte fait. Hein. Dr Nguembo a déjà révélé quelques pistes tout à l'heure. Comment est-ce que ça va être géré? Il faut déjà des examens à faire avant la prise en charge elle-même. Oui, il faut des examens à faire. Il faut faire des scanners. Un scanner, ça va être vers les 110, 115 000. Il faut un scanner facial. Il faut un scanner thoraco-abdominal qui, pour essayer de voir s'il n'y a pas de métastases, c'est-à-dire s'il n'y a pas eu des tentacules, n'est-ce pas, qui vont empêcher le bon traitement. Rien que l'imagerie, c'est-à-dire les scanners, on peut être à quelque chose comme 250 à 300 000. Maintenant, il va falloir regarder la situation des organes vitaux, les reins, parce que ça, il faut voir si ça va supporter, n'est-ce pas. Là aussi, on peut évaluer tout ça également à quelque chose comme 150. Donc, rien que les bilans, on peut être environ à 500 000, à tout casser. 500 000, c'est-à-dire l'imagerie plus le bilan biologique. D'accord. Ce n'est pas tomber dans les oreilles dessous. On sait bien qu'il y a des téléspectateurs, les âmes de bonne volonté qui nous suivent en ce moment. Pour ce cas, le cas de Youssouf. Dr Nguembo, merci. Merci Fabien. Vous ne partez pas, de toute façon, je ne vous laisse pas partir parce que nous avons également un second cas ce soir.
Le cas que nous avons, c'est un nouveau-né qui a 10 jours de vie sur Terre et qui est né sans anus. C'est un bébé qui souffre énormément et qui a besoin d'une prise en charge urgente. Vous allez d'ailleurs le vivre dans le reportage que je vous invite à suivre. Et juste après, nous allons apporter des propositions de solutions. Cette petite fille, qui n'a toujours pas de prénom, n'a qu'une semaine de vie sur Terre. Pourtant, dès le premier jour de sa naissance, son calvaire a débuté. Le bébé est né sans orifice anal, autrement dit, sans anus. Impossible pour elle donc de se soulager. Pour payer la caution et les frais du bloc. Une fois sur place, le constat des médecins est tout aussi alarmant. Le nourrisson souffre d'une imperforation anale. Résultat des courses, cela entraîne un ballonnement au niveau de l'abdomen du nourrisson. Car le gros intestin, censé évacuer les excréments, n'y arrive plus. Il arrive parfois que le nourrisson expulse le trop-plein de sel par l'orifice vaginal. Ce qui provoque des douleurs atroces chez la petite. Les médecins après diagnostic préconisent une colostomie. En d'autres termes, créer un orifice d'évacuation pour le gros intestin, afin de lui permettre d'évacuer les excréments. Une opération provisoire qui permettra au pédiatre de sonder le corps du petit être afin de vérifier s'il n'existe pas d'autres malformations sous-jacentes. Seulement voilà, il s'agit d'une opération coûteuse, beaucoup trop coûteuse pour le jeune couple, dont le conjoint n'exerce aucune activité capable de générer des revenus conséquents. Pour manger, il y a le jour que Dieu nous donne, on mange. Le jour que Dieu ne nous donne pas, on reste. Mon travail, c'est pour creuser le trou. Il y a le trou de Wessé que je creuse avec le fil, tout le paysage que je creuse. C'est ça qui me donne l'argent un peu pour vivre avec ma femme. Ces derniers se tournent donc vers vous, vers les âmes de bonne volonté, pour apporter la guérison à leur bébé, dont les cris de douleur les déchirent le cœur. C'est un bébé qui n'a pas encore de nom, parce que vous vous rendez bien compte que ça fait à peine 9 jours qu'elle est née, puisque c'est une fille. Dr Yemi, c'est votre dada. Vous occupez des enfants depuis une vingtaine d'années aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Bon. De prime abord, comme nous l'avons tous entendu et nous avons vu sur le petit écran, c'est une malformation anorectale. C'est-à-dire qu'il y a une perforation, il n'y a pas d'anus. Et là, nous avons, je pense, 3 types. Il y a des malformations anorectales hautes, intermédiaires et basses. Les hautes ont un pronostic un peu difficile. Les basses, c'est mieux. Intermédiaire, bon, nous avons tout suivi. Elle n'a fait aucune visite
prénatale. Je ne dis pas que pendant les visites prénatales, on aurait pu découvrir, mais il aurait quand même fallu qu'elle fasse ses examens. Hein, un petit bilan prénatal. Bon, à ce stade, pour soulager ce bébé, il faut de prime abord faire une colostomie, c'est-à-dire essayer de faire une chirurgie au niveau du gros intestin afin que l'enfant puisse évacuer et se soulager. Sinon, ça va être autre chose. Il peut avoir une atteinte rénale, une atteinte même des intestins. Avant maintenant de voir comment procéder pour faire une chirurgie réparative. Docteur Yemi, Oui. est-ce qu'on devrait attendre autant de temps? Ça fait quand même plusieurs jours que l'enfant est né et l'enfant n'a pas pu évacuer les selles. Bon, Comme je l'ai dit tantôt, on doit faire une colostomie. Hein, c'est-à-dire c'est une chirurgie qu'on fait au niveau du gros intestin. Parce qu'il y a le petit et le gros intestin. Et ce n'est pas le gros intestin qu'il y a les défécations. Donc si on fait une chirurgie, permettez-moi, les selles sortiront par là et le bébé pourra être soulagé. Donc je pense que aussitôt, deuxième, troisième jour, cette opération aurait dû être faite. Alors, docteur Nguembo, ça n'a pas été fait jusque-là parce qu'il faut des moyens. Les parents sont retournés à la maison avec le bébé. Bon, malheureusement, dans notre contexte, ça arrive assez fréquemment. Ça arrive assez fréquemment parce que les pathologies qui nécessitent une intervention chirurgicale sont très très coûteuses. Et dans notre contexte, l'argent est en général le motif de beaucoup de décès et de beaucoup de complications. Dans le cas dans le récit de tout à l'heure, on a aisément vu, même si elle n'a quasiment pas suivi la grossesse, elle n'était même pas consciente de son état au début. Au-delà de ça, elle n'a pas suivi la grossesse, même si on n'a pas forcément les appareils de pointe pour nous permettre de déceler ce type de malformation. Peut-être qu'on aurait vu à une échographie une autre malformation qui nous aurait fait penser à ça. Parce que comme Dr Yemi l'a dit, dans les malformations anorectales, en général, ce n'est pas isolé. La plupart du temps, il y a d'autres malformations qui sont associées, qui peuvent être cardiaques, qui peuvent être gastro-intestinales, qui peuvent être urinaires. Mais ça fait qu'à l'écho, quand on fait l'écho de façon assez minutieuse, il peut y avoir des signes indirects qui vont nous faire penser à ça, par exemple. Maintenant, elle, ça fait plus d'une semaine qu'elle est sur Terre, on n'a pas fait les examens. La chance, c'est qu'au moins les infirmières qui ont accouché ont permis de voir, parce que la plupart du temps, pour faire la consultation qui est recommandée, même ça, c'est pas fait. Parce qu'il aurait fallu qu'ils voient un pédiatre plus tard, après. C'est-à-dire si tout s'était passé normalement. C'est-à-dire après un accouchement normal, il faut normalement qu'un pédiatre voit tous les nouveau-nés. Justement pour éviter que ce genre de choses passe à la trappe. Mais on est bien d'accord qu'on ne l'aurait pas vu le contexte. Maintenant, une fois que les infirmiers ont permis de voir ça, ça pose une urgence. C'est une urgence chirurgicale parce qu'il faut rapidement essayer d'éviter que les complications s'installent. Et les complications sont de plusieurs ordres également. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'il y aura distension abdominale, qu'il y aura cet amas entre guillemets, de fesses dans le gros côlon, ça va continuer à distendre. Et plus ça distend le côlon, plus la paroi du côlon va commencer à s'affiner. Et il y a un risque de perforation. Et on va se retrouver encore dans un autre problème qu'on appelle une péritonite probablement généralisée. Vous avez vu que c'est par une autre voie maintenant que ces déchets se passent. Oui, c'est très commun dans les malformations anorectales qu'on a une fistule. C'est-à-dire, en général, la personne qui a créé le corps humain, on va supposer que c'est Dieu. Quand Dieu a créé le corps humain, il a fait en sorte que quand une partie est bouchée, ça sort ailleurs. Forcément, ça trouve une voie pour sortir. D'après les images que j'ai vues, ça donne l'impression de sortir par le méa urétral, donc par l'endroit où elle est censée uriner. Donc, a priori, la distension a fait que ça se touche et puis ça a créé comme une autre voie pour pouvoir sortir. Ça fait déjà une première complication qui est visible. Donc, on a déjà une fistule. Alors, on peut supposer que c'est une fistule recto-urétrale, probablement.
On va supposer que c'est ça. Mais il faudrait... On a entendu parler de l'harmonisation des soins dans des structures sanitaires. Ouais. Ça a été dit à grand renfort de publicité par le ministère de la Santé qui a rassemblé, qui a réuni plusieurs spécialistes de la santé. Mais aujourd'hui, on constate quand même qu'il y a un cas comme celui-là. Ouais. Prioritairement, on ne devrait pas attendre. Même si c'est un problème d'argent et on pourra trouver les sous après. C'est vrai, c'est très vrai. Les médecins sont les premiers à avoir les mains liées face à ce genre de cas. Parce que c'est difficile de quitter la structure sanitaire sachant que tu laisses un patient comme ça, auquel tu as vraiment besoin d'apporter des soins que tu ne peux pas. La chirurgie demande de gros moyens. La chirurgie, ce n'est pas une infection. Ce n'est pas une pathologie contagieuse. Et la chirurgie n'est pas prise en compte dans les systèmes de santé. Que ce soit en Afrique, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans le monde. En général, la chirurgie est disponible pour celui qui a de l'argent pour se l'offrir. Malheureusement, c'est comme ça. Maintenant, dans le cas d'un enfant, tout le monde, moi le premier, a envie que rapidement, on essaye de lui apporter des soins. Mais maintenant, quel médecin de ses deux mains va amener un patient au bloc? Parce qu'amener au bloc opératoire implique beaucoup de choses. Ça implique la chirurgie, ça implique les examens, c'est-à-dire ça implique la réanimation, pour parler en termes de service, ça implique le bloc opératoire, ça implique le personnel infirmier, ça implique le chirurgien lui-même qui va opérer, ça implique les soins post-op. Vous vous rendez compte un peu de tous les moyens qu'il va falloir mobiliser pour apporter ces soins. Et un médecin est incapable de mobiliser tout ça, à part s'il est promoteur d'une structure sanitaire. Et qui dit promoteur d'une structure sanitaire dit quelqu'un qui a des moyens financiers. Docteur Yemi, c'est un cas extrêmement urgent. Oui, c'est une urgence vitale. Mais je pense que d'abord, il faut tirer un coup de chapeau aux infirmières qui ont fait l'accouchement. Et selon le récit que j'ai suivi, d'après le récit, les infirmières ont dirigé les parents dans un centre approprié, dans une grande structure. Mais où sont-ils allés? Alors, le parent explique qu'ils sont arrivés, on leur a posé le problème d'argent. Ils n'avaient pas d'argent. Je pense qu'ils sont d'abord allés à la maison avant de repartir à l'hôpital. À la maison, chercher le peu d'argent qu'ils avaient. Et quand je regarde là, je vois que cet enfant n'est pas à la maison. Il est dans un centre hospitalier. Oui, ça c'est les dernières secondes, les dernières minutes là, avant l'émission. Il est dans un centre hospitalier. Bon, c'est vrai que, comme a dit mon jeune confrère, nous disons des choses, mais il y a également la mise en application et à la praticabilité de ces choses-là. Si moi maintenant on me demande d'aller consulter un enfant, je vais me lever sans regarder derrière, je vais aller le consulter. Mais s'il faut lui fournir des médicaments, est-ce que c'est moi qui vais encore acheter des médicaments? Je ne pense pas. Il faut le chirurgien, l'anesthésiste, il faut les drogues, il faut l'aide chirurgien. Il faut maintenant préparer, il a tout expliqué. Tout ça, ça nécessite un coût. D'accord? Mais c'est vrai, c'est une colle, Flavien. C'est une colle. C'est un enfant qui n'a pas demandé de naître. Et il faut tout de même venir en aide à cet enfant-là. Je pense que c'est pas une clinique privée. Bon, on en voit, je pense qu'il y a quand même des cas sociaux. Alors il y a, je sais pas, il y a un service, n'est-ce pas, un service social, voilà, il y a un service social dans les hôpitaux publics qui peuvent essayer de prendre en charge ce genre de cas en attendant. Mais c'est difficile, jeune confrère, mais il faut quand même, parce que là, il faut à tout prix de faire une colostomie, sinon, hein, il y a l'intestin qui va être touché, il y a les reins qui vont être touchés. Et le fait d'ailleurs que les selles commencent par sortir par la voie urinaire, c'est déjà une complication. Ce n'est pas normal. Donc, c'est possible de l'amener chez vous à l'instant? Bon, nous n'avons pas un chirurgien requis. Mais je pense que si j'appelle mon confrère, docteur Kamgep Théophile, qui a l'habitude de le faire, je pense qu'il peut le faire. D'accord, vous le ferez dès que... Je vais essayer de l'appeler, je vais essayer de le sensibiliser parce que c'est ça aussi notre rôle. Docteur Ambé, voilà un cas que nous avons. Il faut tout de suite trouver la solution parce que l'enfant n'a que
quelques jours de vie sur Terre et qui naît avec des douleurs pareilles, on comprend que si rien n'est fait, on peut passer à autre chose. Effectivement, c'est très douloureux de voir un enfant, je dirais, innocent. Une personne aussi, une créature aussi innocente dans de telles souffrances. C'est pas facile à regarder. C'est pas des images qui étaient très faciles à regarder. Mais je pense que mes confrères ont tout dit. Il faut effectivement une colostomie d'urgence, au moins pour prévenir plus de complications. Et ça, comme ils ont déjà dit, il faut beaucoup de moyens, il faut réunir beaucoup de moyens pour que cela puisse être fait. Donc, heureusement que le docteur Yemi, étant ici, a déjà pris sur lui de sensibiliser. Je vais essayer. D'essayer au moins. Parce que, arrivé à un certain niveau, c'est tout ce qu'on peut faire. On peut essayer. Parfois, la plupart du temps, nous avons les mains liées, comme Dr Ngembous a dit. Nous avons les mains liées. Nous voyons des cas, nous avons vraiment envie d'intervenir, mais les moyens ne nous permettent pas de le faire. Donc. Alors, c'est une urgence extrême. Il faut prendre cet enfant en charge, mais il faut des moyens. Sans doute, vous l'avez évoqué. Raison pour laquelle les parents ont sans doute contacté l'équipe de Regard Social pour une prise en charge immédiate, même si ça peut traîner, juste parce qu'il faut un peu de moyens. Oui, il faudrait qu'on soit le plus honnête possible. C'est la rapidité ou bien la célérité avec laquelle on prendra en charge ce bébé dépendra de la bonne volonté des téléspectateurs de Regard Social. Plus vite on aura les moyens de le prendre en charge, je pense, plus vite elle aura des chances que sa prise en charge soit effective. Parce que même la poche de colostomie dont on parle n'est qu'un traitement d'attente, ce n'est pas le traitement définitif. Au final, il faudra une reconstruction anorectale. Donc, la première chirurgie, si je peux dire ça comme ça, c'est le traitement d'attente. Parce que le but du traitement, c'est de rétablir ou bien de créer la continuité anorectale. Ça, c'est le but. Maintenant, il faut qu'on soit sûr que ce n'est que l'anus qui n'est pas perforé. Que ce ne soit pas qu'il n'y ait pas de rectum, par exemple. Parce qu'il est tout à fait possible qu'outre l'anus qui ne soit pas fermé, plus haut, on n'a pas de rectum. C'est-à-dire que le rectum ne se sait pas développer carrément. Ça peut être qu'il y a d'autres malformations associées qui peuvent être incompatibles avec la vie. Il faudrait qu'on essaye de regarder quasiment tout ça, ce qui demande du temps, des moyens. Et la seule chose qui permet aux médecins aujourd'hui de gagner un peu de temps, c'est de lui poser la poche de colostomie. Parce qu'avec la poche de colostomie, on pourra la nourrir déjà. On a le point le plus encourageant, c'est qu'il y a quand même une sonde orogastrique qu'on voit. Donc, a priori, il n'y a pas d'atrésie de l'œsophage parce que souvent, quand ça arrive, l'œsophage n'a pas suffisamment, ne s'est pas développé. Il y a une discontinuité entre l'œsophage et l'estomac, donc elle est même incapable de manger. Donc, comme on a quand même vu la sonde, c'est assez encourageant. Il faudrait qu'on donne le temps aux chirurgiens pédiatres de traiter définitivement le bébé. Et la seule manière de lui donner ce temps-là, c'est qu'on contribue massivement, très rapidement, pour qu'on puisse lui poser la poche de colostomie dans les jours qui viennent. Ce serait la chose idéale. Merci. Dr Yemi, vous voulez ajouter quelque chose, puisque nous allons passer à autre chose? Bon, je n'ajoute pas grand-chose. Bon, comme je l'ai dit tantôt, je vais essayer d'appeler mon confrère, Dr Kamga, pour essayer de voir ce qu'il a de faire. Et ce n'est pas tout de même un cas facile, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des anomalies. Il y en a 3. Hein. Il y a haute, intermédiaire et basse. Bon, il n'y a pas exclu également que chez cet enfant qu'on lui fasse une IRM. Hein, pour savoir est-ce que c'est une anomalie haute, intermédiaire ou basse. C'est les basses, il n'y a pas de souci. Là, on va être au niveau, il n'y aura pas un problème d'orthopédie. Mais s'il n'y en a pas, ça va être très très compliqué. Donc, le tout, c'est d'abord, pour l'instant, d'essayer de soulager avant de faire la chirurgie réparatrice. Donc, il y a lieu, comme nous l'avions si bien dit, de faire une colostomie pour que l'enfant puisse être soulagé. Mais faire la colostomie, ce n'est pas le traitement. C'est juste pour que l'enfant puisse être soulagé, qu'il puisse respirer, qu'il ne puisse plus pleurer, crier. Et c'est également qui vont affecter naturellement les parents, même
le personnel médical qui va être autour. Donc, au sortir de là, il va falloir, n'est-ce pas, qu'on essaye d'appeler les confrères. Et s'ils peuvent commencer en attendant que les chers téléspectateurs fassent le geste qui sauve, parce que cet enfant n'a pas demandé à naître. Très bien. Vous êtes docteur Yemi Racine, vous êtes médecin généraliste, directeur médical à l'hôpital Sébec de Bonabéli à Douala. Vous êtes aujourd'hui celui-là qui côtoie les bébés, ou alors c'est les bébés qui vous côtoient, ça dépend de quel bord on se trouve. Les bébés vous trouvent, en tout cas à l'hôpital. Ça fait 20 ans que vous travaillez pour les enfants. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci également à vous, docteur Gembou. Stéphane, vous êtes médecin généraliste, vous vous intéressez davantage à la chirurgie, c'est pour ça que vous parlez avec aisance. Oui, c'est ça, très intéressé par la chirurgie, encore plus par la chirurgie globale, j'en ai parlé une fois, je vais en profiter pour en parler une autre fois. Merci, vous êtes tous travaillé pour la clinique idéale santé et vie, à vous également, docteur Ambé. Merci d'être venu également. Vous êtes médecin généraliste aussi, mais vous êtes dans le sillage de l'oncologie. C'est pour ça que vous parlez également avec aisance tout ce qui concerne le cancer. Effectivement. On peut dire que j'ai été baigné très tôt dans ma carrière dans l'oncologie. Merci bien. Alors, et ici, beaucoup de courage parce que Youssouf va bénéficier de vos services sur le plan social, beaucoup plus. Youssouf, on a eu 2 cas ce soir. Chers téléspectateurs, vous comprenez bien que ce sont des cas qui nécessitent beaucoup de moyens financiers. Youssouf qui souffre d'un cancer depuis 10 ans et qui voit déjà une sorte de lueur d'espoir à travers des propositions qui ont été faites sur ces antennes. Et ce soir, dans le cadre de cette émission Regard Social, et également le cas de cet enfant qui a à peine quelques jours de vie sur Terre et qui a besoin également d'une prise en charge immédiate, urgente et toujours question d'argent. Merci d'être encore resté avec nous ce soir. Nous ne partons pas, nous sommes encore avec vous puisque nous avons d'autres cas que nous vous proposons, des cas qui ont déjà été diffusés sur ces mêmes antennes. Victime de la stigmatisation. Bébé chinois, c'est le petit nom que les voisins lui ont attribué, ce qui n'épouse pas l'assentiment de ses parents. Moi-même, j'ai essayé de faire un peu les gestes avec ma main. J'ai constaté que l'enfant voit. Mais le problème d'Emmanuel, c'est son nez ici, là. Son nez ici. Ça ne s'aime pas normalement comme pour nous. Quand je marche avec l'enfant, on me dit que bébé chinois. On appelle mon enfant bébé chinois. Et moi, je ne veux plus. Parce qu'il a les petits yeux. Les gens sont en train de se moquer d'elle. Et moi-même, ça ne me plaît pas, franchement. On appelle l'enfant bébé chinois, bébé chinois. Et moi-même, ça, quand je vois les gens appellent bébé chinois, moi, je trouve ça que c'est une moquerie. Parce que si, franchement, l'enfant était chinois, c'est que peut-être les Chinois ont leur teint à eux, mais je ne pense pas que c'est un Chinois à la peau noire. Puisque ça, c'est les moqueries que les gens sont en train de faire. Dans un environnement où la solution au problème de bébé Emmanuel tarde à être trouvée, les parents sont sans voix. Chaque fois, souvent quand ils se réveillent comme ça, les yeux sont complètement fermés. Mais notre problème, franchement, c'est qu'on nous aide à résoudre son problème qui est ici là. Il faut franchement qu'on redresse pour que son nez revienne normalement, comme pour les autres enfants. Les yeux, puisque ses yeux ne sont pas comme pour nous, puisque c'est un peu élargi là, ici là. Les yeux, c'est même pas bien ouvert. Les yeux d'Emmanuel sont tellement petits. Donc pour moi, il ne voit pas. Puisqu'il faut qu'on essaye de voir comment on va élargir. Sa mère et les autres membres de la famille souhaitent voir leur fils grandir comme les enfants de son âge. Bébé Emmanuel, à travers ses parents, vous tend la main. Je suis venue à Equinox demander de l'aide pour les visions de mon enfant. Pardon, je demande de l'aide à tous ceux qui peuvent. Bébé Emmanuel, ses voisins l'appellent bébé chinois. Vous l'avez compris dans ce reportage. C'est un enfant qui est né avec des yeux pratiquement fermés, mais qui s'ouvre de façon progressive, raison pour laquelle on l'appelle bébé chinois. Irène Témé nous a rejoint ce soir. Bonsoir. Bonsoir Flavien. Oui, bienvenue. Vous avez quelques premières bonnes nouvelles pour les 2 premiers cas que nous avons présentés ce soir. Tout à fait. Nous avons on peut dire, des très bonnes nouvelles.
Et on tient déjà à remercier ces chers bienfaiteurs qui continuent toujours à répondre aux cris d'appel sur ce plateau de nos différents cas sociaux. Les différentes contributions que nous avons perçues tout au long de cette émission, c'est-à-dire 2 heures de temps, sont les suivantes. Madame Diokwa Martha Bangola, pour le cas de Youssouf, le cancer à la joue. Madame Diokwa Martha Bangola, 1000 francs. Chrétienne KRM, 10 000 francs. Jeunesse Ami Bazou de Douala, 12 500. Une chrétienne de Fouda, 10 000 francs. Yonke Elvis, 3 000 francs. Komoka, 2 000 francs. Mekonchou Sylvie, 1 500. Alain Manika Gossal, 50 000. Famille Gaye Norbert, 5 000 francs. Maman Mani de Canaan de Nuit des Dos, 5 000 francs. Monsieur Ndjamen Claude de Paris, 1 000 francs. La famille Georges Tatia Bafoussam, 5 000 francs. Alain Kamto, 3 000 francs. William de Dakar, 500 francs. Bienfaiteur DDJC, 5 000 francs. Mama Kamdem Joséphine AP4S, 1 000 francs. Olive Zouné, 2 000 francs. Anonyme de Yaoundé, 7 000 francs. Boris Assakwe, 1 500. Clarisse Zefundoko, 5 000 francs. Ariane Elsa Achan, 400 francs. Famille Seydou Mama, 5 000 francs. La famille Nouta Dieu de Bambouto, 2 000 francs. Arnaud de Pubahanté, 5 000 francs. Famille Yemté, 10 000 francs. Choupinette de Bahanté, 2 000 francs. Winche Josiane, 5 000 francs. Une bienfaitrice, 5 000 francs. Amélie Armel Mélanie Magegim, 2500. Franklin de Bonabéré, 1000 francs. Chotou Elvis Chou, 5000 francs. Famille Kemjo, 1500. Établissement Tommy Cyril Chou, 2000 francs. Famille Toile à Emana à Yaoundé, 3000 francs. Famille Nyogwe Marcelin de Kwamban, 2500. Père Dieu ne dort Bichou à Banga, 3 000 francs. Le cordeau de Manjo, 1 000 francs. Gako Fomu Emeline, 1 000 francs. Papa Chanko Augustin à Manjo, 1 000 francs. Aladi Adamou Ganjon, 5 000 francs. Une chrétienne d'Onkouloulou, 2 000 francs. Tachago Valère de Tchan, 3 000 francs. Famille Clément Chimi de Fumbot, 5 000 francs. Olive Kwemo, épouse Tanekem, 1 000 francs. Famille Chouale Gaba, 1 000 francs. Maître Mwandi et Madame Afumban, 5 000 francs. Chouassi Fernand, 5 000 francs. Joseph Fomassa, 10 000 francs. Françoise Massé, 3 500. Kwaya Valérie de Bamenda, 2 000 francs. Yoba Bernard, 2 500. Ndjalen Gochou Gladys Laetitia, 500 francs. Mireille Flor Mogué, 5 000 francs. Antoine Bébembois, 500 francs. Roland Dufo Chona, 2 000 francs. Kemenye Jeanne, 5 000 francs. Brajol Wandi Chouan, 5 000 francs. Partenaire de Dieu Ayassa, 5 000 francs. Hélène Diaché, 2 000 francs. Jean-Guy Fautué, 2 000 francs. Eric Sodze, 2 000 francs. Famille Safodop Kayim de Yogam, 5 000 francs. Josiane Aimé Wincho Pougwe, 5 000 francs. Kemjo, 1 500. Cyril Pianta Zoyem, 2 000 francs. Chouake Fonche Herman, 1 000 francs. Jean Fongan, 1 000 francs. Nestor Adem Tchatchouan, 1 000 francs. Maurette Clément Boumé, 2 000. Guy Innocent Sikati Tata, 1 500. Madeleine Dibou, 2 500. Suzanne Arlette Ndormo, 3 000 francs. Julienne Develine Tinda, 1 000 francs. Edwige Nathalie Ngouenetian, 1 000 francs. Adam Moussom Stéphane, 2 000. Marcelin Sylvain Negwetinda, 2 500. Frida Tabebor Arbor, 5 000 francs. Julie Nana Payon, 2 000 francs. Roméo Zormiel, 2 000 francs. Pour le cas de Youssouf, nous avons un montant de 299 400 francs CFA. Ça, c'est le cas de Youssouf. Ça, c'est le cas de Youssouf. Les contributions que nous avons perçues pendant 2 heures de temps. Et nous soulignons que nous continuons à percevoir des contributions. Donc, ne soyez pas inquiets, la suite des contributions se fera la semaine prochaine. Et Youssouf n'était pas seul sur ce plateau. Nous avons également le cas du bébé sans anus. Les différentes contributions que nous avons perçues tout à l'heure sont les suivantes. Madame Diokwa Martha Bangolap, 1 000 francs. Chrétienne KRM, 10 000. Jeunesse Ami Bazou de Douala, 12 500. Bienfaitrice de l'Omnisport, 10 000 francs. Yonke Elvis, 3 000 francs.
Komoka, 2000 francs. Mekonchou Sylvie, 1500. Famille Gaillé-Norbert, 5000 francs. Mouvement Chérubin du Mungo de l'église évangélique du Cameroun, 15 000. Maman Mani de Canaan de New Dedo, 5000 francs. La famille Georges Taché à Bafoussam, 5000 francs. Judith Pascal Mokam Koloko, 1000 francs. William Chaplin Captué, 5000 francs. Bienvaiteur DDJC, 500 francs. Famille Chayo à Bonakwamouan, 3500. Famille Tala à Douala, 1000 francs. Une bienfaitrice de Paris, 10 000. Olive Zune, 2000. Anonyme de Yaoundé, 7 000. Maman Nana Rosaline de Banté, 500. Yochou, 1000 francs. Boris Assakwe, 1500. Ben Sikin Basso de Banté, 1500. Goumela Ignace, 500 francs. OTC, 1000 francs. Ariane Elsa Achan, 400. Djeli depuis Douala, 15 000. Joseph Fomosa, 5 000 francs. Yoba Bernard, 2500. Elsie Blonde Chamba Pognon, 2000 francs. Kouaya Valérie depuis Bamenda, 2000 francs. Elsie Charlène Sen, Aka, 1200. Brajol Wandi Chouan, 5000 francs. Jean-Christophe Siaka, 5000 francs. Kemenye Jeanne, 5000 francs. Partenaire de Dieu Ayassa, 4500. Christelle Noël Zetse Toko, épouse Ndimeli, 5000 francs. Hélène Diatiche, 2000 francs. Séraphine Berlin Le Matsop, 1500. Nadège Léontine Chofak, 2500. Valdez Thiobou, 1000 francs. Gladys Kicho, 1500. Ebenezer Chenjou, 1000 francs. Yvette Flore Duidia Fosso, épouse Tafo, 2500. Jean-Paul Chanlou, Fosse, 5000 francs. Hélène Eliane Duika, 2000 francs. Feulefac Elvin Flore, 2000 francs. Janvier Soufo, 5000 francs. Peggy Emmanuel Tayo Kuisen, 3000 francs. Franck Toko Chop Wemba, 500 francs. Adam Mousson Stéphane, 3000 francs. Pour le compte du bébé sans anus, nous avons un montant de 191 100 francs CFA. Ce sont là les contributions des téléspectateurs pour les 2 cas que nous avons présentés ce soir. Tout à fait. Et nous avons aussi le cas de bébé Emmanuel, enfant chinois. Enfant chinois, oui. Les différentes contributions que nous avons perçues pour le cas de bébé Emmanuel, en date du 8 avril 2021 sont les suivantes. Madame Diokwa Martha Bangoula, 1000 francs. Madame Dom Moukori Dorette, 2500. Ben Sikin Basso de Banté, 1500. Chrétienne KREM, 10 000 francs. Jeunesse Ami Bazou de Douala, 12 500. Madame Takoudjou, 3 000 francs. Famille Chakwani, 7 500. Choupinette de Banté, 2 000. Ndjekam, 500. Meke, 1000 francs. Poigny, 5 000. Sexy Canavaro L'amour de Dakar, 500. Ndjiki Alphonse, 2 000. Christelle, 1000 francs. Charline Dangote à Yaoundé, 1000 francs. La famille Chigen, 7 000. Elsa de Bonamoussadi, 2 000. Une bienfaitrice, 10 000. Famille Chichiro à Ebolova, 2 500. Théophile Momene Zonin, 1000 francs. La famille Tanque Sarrazin à Yaoundé, 5 000. Bienfaitrice, 10 000. Don venant du Gabon, 1500. Trinité Sani, 2 500. Une veuve de Fumbot, 1000 francs. Pelago Larissa, 500. Jean Désiré Anoumek Djoko, 1000 francs. Enfant Kamnan, 500. Une maman de la cité Sikam, 2000. Maman Rosaline de Lorpom, 5000. Dorothée Nomeni, épouse Ndjongo, 2000 francs. Famille Diak, 2500. Banque Françoise Marie, haute tension à Sodiko, 2500. Et Good Samaritan Front Bonabéry, ancienne route, 50 000. Maman Jeannette, 500. Bienfaiteur, 1000 francs. Une famille bienfaitrice, 3 000. Yungu 2, Daniel, 2000 francs. Une bienfaitrice, 2000. Bienfaiteur, 1000 francs. Seka, 5000. Gekam Rossi en Angleterre, 5000 francs. Massande épouse Tala, 1000 francs. Madame Sanjo de Bonne 10, 2000. La famille Georges Taché à Bafoussam, 5000. Une bienfaitrice, 1000 francs. Bienfaiteur DDJC, 3000 francs. Colette Kenfak, 1000 francs. Marcel Maxime Eximbi, 1000 francs. La grande famille Mafongoufo à Limbe, 5000. La famille Kom à Bafoussam, 2000. Wambon, 1500. Bienfaitrice de Tchan, 2000. Nia Rachel de Dakar, 1000 francs. Madame Fapon Françoise, 1000 francs. Dorothée Nomeni, épouse Ndjongo, 5000. Une bienfaitrice de Paris, 10 000. Anonyme de Yaoundé, 7000. Kwamandon épouse Yek, 3000. La princesse Marie, 1000 francs. Karine Essinga Meyon, 3000. Yemomo Yamdieu, 2500. Hortense Mabatankou épouse Dimem, 1000 francs. Mbogeb Timo, 1500. Mademoiselle Claudia, 5000 francs. Sonfo Wamba Vigin, 400. Sonfo Wamba Vigin, 400 francs.
Madame Bolan Fotso, 5 000 francs. Mouchinga, 2 000. John Dieu Kakanou, épouse Happy, 2 000 francs. Stéphanie Bomda, 1 000 francs. De la part d'une anonyme, 5 000. Martial Chassé, 1 500. Florence Godem, 4 000 francs. Une âme sensible, 1 000 francs. Tonfac, 1 200. Famille Jack, au nom de Jésus, 2 500. Madame Nana Roseline de Bahanté, 1 000 francs. Juna Fouatsa, 5 000. Christelle Demesson, Sonfac, 3 000. Chrétien Château Gay en France, 10 000 francs. Galega Victor à Bali, Bamenda, 5 000 francs. La famille Agia Théophile en France, 17 600. Nous avons pour le compte de bébé Emmanuel un montant de 312 200 francs CFA. Et voilà, c'est un cas qui a déjà été diffusé sur ces antennes. Tout à fait. Le cas bébé Emmanuel. Et là, nous avons aussi également le cas de Dame Kimura. Dame Kimura. Oui, la mère des triplés. La mère des triplés, justement. Tout à fait. Nous avons perçu des contributions pour Dame Kimura qui sont les suivantes. Madame Diokwa Martha Bangolap, 1 000 francs. Chrétienne KREM, 10 000. Jeunesse Ami Bazou de Douala, 12 500. Elsa de Bonamou Sadi, 2 000 francs. Charlie Dangote à Yaoundé, 1 000 francs. Sandrine K, 2 000. Madame Nekam Vicky de Puchan, 2 000. La famille Tanque Sarazin à Yaoundé, 10 000. Françoise Massé, 5 000. Gaël Yolande Djomeni, 2 500. Agnès Chantal Gonor, 1 000 francs. Salfounia Idrissou, 2 500. Tatambadan, 1 500. Bienfaitrice, 5 000. Bienfaitrice, 2 000. Macho et Pépé, 2 000. Bienfaitrice de la Cité des Palmiers, 1 000 francs. Fomoujon Isaac, 5 000 francs. Michael Williams Tabon, 10 000 francs. Anonyme, 2 500. Éric Marcel Signé, 1 000 francs. Chouga Gislain Magua à Fombot, 1 000 francs. Abanda Marie-Françoise depuis Libreville, 5 000 francs. Trinité Sani, 2 500. Famille Dono, 20 000 francs. Pelago Larissa, 400 francs. Anna, 2 000. Enfant Kamnan, 500. Maman Rosaline de Lorpom, 5 000. Une maman de la cité Sikam, 5 000. Princesse de Jésus, 10 000 francs. Une chrétienne, 4 900. Komoka, 2 000 francs. Et Good Samaritan from Bonabéry, ancienne route, 50 000. Maman Jeannette, 500. Bienfaiteur, 2 000. Une famille bienfaitrice, 3 000. Une chrétienne de Bafia, 2 500. Une bienfaitrice, 2 000. Une chrétienne Sacré-Cœur de Tchan, 5 000 francs. Commandop Odile, épouse Yep, 3 000 francs. Gekam Rossi en Angleterre, 5 000 francs. Madame Sanjon de Bonne-Dix, 2 000 francs. Yvette Yochou, 2 000 francs. Dupiès Yonta Chonan, 1 500. Une bienfaitrice, 1 000 francs. Kadjeya, épouse et fille, 40 000. Bienfaiteur DDJC, 1 000 francs. Colette Kinfac, 1 000 francs. Jésus sauve à Bafoussam, 6 000 francs. Rigobert Mafo, 2 000 francs. Wambon, 3 000. Bienfaitrice de Tchan, 2 000. Madame Fampon Françoise, 1 000 francs. Un chrétien de Bafoussam, 5 000. Dorothée Nomeni, épouse Ndjongo, 5 000. Jean-Calvin Godanga, 1 000 francs. Olive Zuné, 2 000. Une bienfaitrice de Paris, 8 433 francs. Une bienfaitrice de Kribi, 2 000 francs. Anonyme de Yaoundé, 7 000 francs. Yeme Moyamdieu, 2 500. Madame Emi, 1 000 francs. Un chrétien de Sokada à Bafoussam, 5 000 francs. Madame Tanko, 2 500. Lionel Donlayouya, 5 000 francs. Madame Bolan Fotso, 5 000 francs. Kenye Hélène, 500 francs. Isaac, 2 000. Demanou, 1 000 francs. Stéphanie Bomda, 1 000 francs. Samuel Dizeux, 2 000. Madame Bourom Stéphanie de Ndorpassi, 2 500. Une âme sensible, 3 000 francs. Diane Mochoum Tassé, 1 000 francs. Famille Jack au nom de Jésus, 2 500. Ivana élève à Bafoussam, 500 francs. Liana Afrique Design à Yaoundé, 2 000 francs. Juna Fouatsa, 5 000 francs. Rachel Zébazé, 2 000 francs. Simo Roger à Bafoussam, 6 000 francs. Gandu Chamdje, 1 000 francs. Famille chrétienne à Nudedo, 2 500. Aoupé Kenfak, 1 000 francs. Bienfaiteur de Ndorbonne, 15 000. TR, 5 000 francs. Une dévote de la miséricorde divine à Yaoundé, 2 000 francs. Moundé, 2 000 francs. Chrétienne Château Gay en France, 30 000 francs. La famille Agia Théophile en France, 30 000 francs. Maman Christelle depuis la cité Mébiane à Libreville, 1 500. Nana, 6 000 francs. Nous avons pour le compte de Dame Kimura un montant de 453 733 francs CFA. Ce sont là des chiffres, en tout cas, pour ce qui est des contributions des uns des autres, Tout à pour fait. ces différents cas que nous avons déjà reçus sur ces antennes. Tout à fait. Et nous tenons déjà à les dire merci. Et
nous rappelons que les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16, sont les seuls numéros habilités à percevoir vos dons. Et bien vouloir spécifier par message, je dis bien par message, votre nom, le cas social contribué, le montant contribué. Encore merci pour tout. Merci à vous, Irène. Merci également à ceux qui ont contribué pour les 2 cas de ce soir. Ce bébé sans anus et bien entendu Youssouf, qui sont les 2 cas que nous avons présentés ce soir. Merci. Merci également à vous, Flavien. Et surtout, stop au fake regard social qui circule sur la toile. Faites attention, madame et monsieur, bien vouloir appeler pour vous rassurer que ce sont les numéros de téléphone. Parce que tout à l'heure, quand j'étais en train de récolter les dons, il y a un monsieur qui a appelé en me faisant comprendre qu'il a fait un dépôt de 5 000 francs CFA, en me communiquant un numéro dont je ne mentionnerai pas ici, mais qui n'est pas un numéro de regard social. Par conséquent, je ne peux pas donner, je peux pas citer son nom parce que je n'ai pas perçu son don. Donc, bien vouloir faire attention. Je sais, chers âmes de bonne volonté, que vous êtes généreux, mais faites attention à qui vous envoyez votre don. S'il vous plaît, bien vouloir être vigilant au fake regard social qui est actuellement sur la toile. Bien vouloir être vigilant. Merci. Allez, à jeudi prochain. À jeudi, s'il plaît à Dieu. Je voudrais également dire merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette autre édition. Cédric Nana, Eric Watat, Cédric Chouna, Libero Ndjomo, Cédric Nding, Marlise Mikomo, Dani Warren-Zede qui est le réalisateur de ce programme Regard Social. On va dire merci au public qui est avec nous comme tous les jeudis soirs. Madame, Messieurs, je suis Flavien Dongo. Bonsoir.